Bonjour. Alors d'abord, avant de commencer ma présentation, je voudrais remercier tout d'abord l'Université Paris Diderot qui nous accueille aujourd'hui, la Société médico-psychologique qui nous permet d'organiser ces journées également en partenariat avec l'ESP, et également mes collègues et amis Pierre, Ali, Thomas et Jean-Arthur qui m'ont permis de présenter aujourd'hui et avec qui c'est un plaisir de travailler dans cette association. Donc ma présentation porte sur la sémiologie psychiatrique éclairée par les sciences cognitives. En introduction, donc, contrairement à la sémiologie neurologique qui propose une sémiologie amazutique, topographique, fondée sur la neuroanatomie et la physiopathologie, la sémiologie en psychiatrie repose sur des fondements historiques et théoriques beaucoup plus hétérogènes, ce qui impose de se poser la question du regroupement des signes et symptômes en syndrome. Donc actuellement, la sémiologie utilise plutôt une liste de symptômes dont l'objectif est d'aboutir à un diagnostic athéorique, une liste de symptômes issus du DSM. Donc la question c'est, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de relier les deux? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver ces classifications sémiologiques qui sont tournées vers des diagnostics épidémiologiques plus que vers la compréhension et la prise en charge personnalité des sujets, ne nous permettent pas vraiment d'étudier une sémiologie orientée sur la prise en charge des sujets individualisés. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'allier ces sémiologies psychiatriques avec la sémiologie actuelle et ce qui ne serait pas possible de faire une sémiologie compréhensive qui soit fondée sur la nosographie actuelle, qui permettrait davantage de guider une prise en charge personnalisée en psychiatrie. Et donc la question que je vais essayer de poser dans cette présentation, c'est est-ce que les sciences cognitives pourraient nous permettre cette approche, une sémiologie guidée sur la prise en charge personnalisée du sujet. Donc d'abord, avant de commencer, qu'est-ce que les sciences cognitives? Donc les sciences cognitives sont un vaste domaine de recherche qui allie plusieurs disciplines. Varela proposait la définition suivante. Il s'agit d'une analyse scientifique moderne de l'esprit et de la connaissance sous toutes ses dimensions. Donc ces disciplines ont en commun d'étudier la cognition. Les activités cognitives correspondent aux opérations mentales qui nous permettent de connaître le monde et d'agir sur lui, et d'avoir une certaine connaissance de ces opérations à travers elles de nous-mêmes. On note dans cette définition deux parties distinctes. D'une part, les opérations mentales, qui nous permettent de connaître le monde et d'agir sur lui. Donc il s'agit des ensemble des activités mentales par lesquelles nous acquérons, élaborons et utilisons des connaissances sur notre environnement et nous-mêmes. Elles correspondent à des contenants ou processus de pensée. D'autre part, on retrouve dans cette définition des connaissances de ces opérations. Connaissances qui sont des constructions de représentation. Les représentations, ce sont des structures de connaissances sur lesquelles opèrent les processus qui permettent de donner un sens aux situations en vue d'agir et de réagir de la manière la plus adaptée possible dans le monde. Et donc ces connaissances correspondent à un contenu de pensée. Donc on pourrait essayer d'analyser nos signes et symptômes selon deux points de vue. D'une part, selon le contenu de la pensée, à travers la thérapie cognitivo-comportementale et essentiellement grâce à l'analyse fonctionnelle proposée en thérapie cognitivo-comportementale. D'autre part, en étudiant les contenants de pensée, et là on prendra plus l'exemple de la remédiation cognitive qui porte sur les processus de pensée, et on l'étudiera grâce à un bilan neuropsychologique personnalisé. Donc on va voir ces deux parties-là dans la présentation. Donc d'abord, les contenus de pensée, thérapie cognitivo-comportementale et analyse fonctionnelle. Donc la TCC, je vais dire directement TCC, s'attaque aux difficultés du patient ici, maintenant. Elle propose des exercices pratiques qui sont centrés sur les symptômes observables. Donc ces symptômes, on peut les observer à travers, d'une part, le comportement, mais d'autre part, ce qui va nous intéresser là, à travers les conditions qu'on va devoir rechercher. Comportement et conditions sont considérés comme à l'origine des émotions et de leur désordre. Donc la TCC se déroule de la manière suivante. On a d'abord un diagnostic clinique fondé sur les nosographes, sur la sémiologie classique type DSM. Et ensuite, on va réaliser une analyse fonctionnelle. On va voir juste après ce que ça représente. L'analyse fonctionnelle va nous permettre de conceptualiser le cas, ce qui va nous permettre de faire avec le patient un contrat thérapeutique
et de décider de travailler sur des problèmes cibles et d'utiliser certaines techniques thérapeutiques pour résoudre ces problèmes cibles. Donc ensuite commence l'intervention et les évaluations pour évaluer l'évolution de la symptomatologie. Donc l'analyse fonctionnelle, alors il existe plusieurs grilles d'analyse fonctionnelle, celle que je présente c'est celle qui est la plus utilisée, celle de Jean Cotreau qui est la grille CK. Alors dans l'analyse fonctionnelle on parle d'une situation n'importe laquelle. Là on prendra l'exemple de la situation de prendre l'avion par exemple. Cette situation provoque une émotion qui va être, on va dire, l'anxiété. Et cette émotion va être à l'origine de comportements, cette situation directement va être à l'origine de comportements, et cette émotion va être à l'origine de cognition, et cette émotion va être à l'origine de cognition que l'on va devoir rechercher. Émotion et cognition sont à l'origine de comportements qui vont être la prise de benzodiazépine ou alors le macro-évitement, éviter de prendre l'avion, et une anticipation, essayer de trouver des trajets autres par train ou par autre moyen de transport que celui de l'avion. Donc, si on prend cet exemple de l'avion, on va voir que dans une situation donnée, pour une même situation, avec les mêmes émotions, on peut avoir différents types de cognition. Et c'est ces différents types de cognition qui vont nous permettre de porter le diagnostic. Si par exemple on prend la cognition, je prends subitement conscience que je suis seule ou trop entourée dans l'avion, on est dans l'avion là, je n'ai pas de secours, je suis coincée, je vais m'étouffer, j'ai peur de ne pas gérer, j'ai peur que ça s'aggrave, je vais m'évanouir, je vais mourir d'une crise cardiaque. Tout ce type de pensée, on portera un diagnostic de trouble panique. Si par contre dans la même situation, le sujet a pour cognition, l'avion risque de s'écraser, il y a encore eu un accident d'avion récemment, si l'avion a eu panne, nous n'avons aucune chance de nous en sortir. Dans ce cas-là, on portera un diagnostic de phobie spécifique de l'avion. Autre exemple, encore la même situation, encore les mêmes émotions et les mêmes comportements par la suite. Tout le monde va voir que je suis tout rouge et que je transpire, on va me trouver ridicule dans l'avion. Tout le monde va me regarder, si je vais aux toilettes, je ne vais pas savoir quoi répondre à l'hôtesse de l'air. Dans ce cas-là, on a la même situation, les mêmes émotions, les mêmes comportements, mais des cognitions d'anxiété sociale. Donc on a une phobie sociale. Donc il va être très important en TCC de connaître la cognition précise à l'origine de la souffrance pour permettre de porter un diagnostic précis sur une meilleure compréhension du sujet, ce qui va nous permettre de travailler, de cibler spécifiquement le problème du patient. Et donc cette analyse fonctionnelle nous permet d'inférer une rigueur et d'orienter de manière personnalisée la prise en charge. Elle est simple et pratique. Et point essentiel, ce sont des thérapies qui sont validées scientifiquement. Donc on a vu une première partie de possibilités de prise en charge, sur les contenus de pensée. On va voir une deuxième partie sur les processus ou contenants de pensée, toujours en repartant sur la définition de la cognition qu'on a vue au départ. Donc les contenants de pensée, processus, on va les voir via la remédiation cognitive et le bilan neuropsychologique, ainsi que le bilan du retentissement fonctionnel. On va prendre pour exemple la schizophrénie cette fois-ci, sachant qu'on pourrait prendre d'autres pathologies, mais si on prend l'exemple de la schizophrénie, donc on sait que maintenant, c'est communément démontré, que les sujets qui souffrent de schizophrénie présentent des altérations cognitives et qu'on a à peu près 4 patients sur 5 qui souffrent de schizophrénie qui présentent des altérations cognitives. Juste un rappel sur ces deux études de Palmer sur 171 sujets et Metzer sur 265, qui montraient que les sujets souffrant de schizophrénie étaient à peu près, dans les deux études, à plus de 80% de l'échantillon. Ensuite, les sujets qui souffrent de schizophrénie présentent des profils de dégradation et de préservation des compétences propres chacun. Et la dernière notion, c'est que ces altérations contribuent fortement au pronostic fonctionnel et à l'expression symptomatique de la maladie. Sur le pronostic fonctionnel, les altérations cognitives, là aussi, de nombreuses études ont montré le lien fort qu'il pouvait y avoir entre altération cognitive et altération de la qualité de vie, retentissement fonctionnel sur la vie des sujets. Cette méta-analyse de Green montre l'état des faits pour chacune des fonctions cognitives qui sont notées là.
La mémoire à long terme, la mémoire à court terme, les fonctions exécutives et l'attention sont chacune responsables, peuvent prédire un plus mauvais fonctionnement au quotidien. Et donc, la remédiation cognitive nous permettrait d'agir sur ces altérations cognitives. Il s'agit d'une technique qui s'apparente aux méthodes thérapeutiques de médecine physique et rééducation, qui agit sur les processus altérés et qui permet, en tenant compte du fait que les patients sont plus efficients dans la réalisation de certaines tâches de la vie quotidienne. De la même manière que la TCC, il s'agit d'une thérapeutique validée scientifiquement, avec notamment la méta-analyse de Weiss en 2011, qui montrait une taille d'effet à 0,48 sur l'amélioration des processus cognitifs par la remédiation cognitive. Mais l'objectif de la remédiation cognitive n'est pas uniquement d'améliorer les altérations cognitives pour améliorer les altérations cognitives. L'objectif, c'est plutôt la réussite des projets concrets dans le domaine social ou professionnel à laquelle l'amélioration des fonctions cognitives pourrait contribuer. Donc la remédiation cognitive va s'inscrire dans un projet de soins personnalisés, souvent s'associer à d'autres techniques de réhabilitation et de réinsertion, en complément des médicaments psychotropes et des psychothérapies, autres psychothérapies. Et la remédiation cognitive va totalement s'intégrer dans le parcours de soins. Alors, comment prendre en charge de manière individualisée dans la remédiation cognitive? Donc, pour ça, il va falloir un bilan préalable. Et ce bilan va être réalisé grâce à un bilan neuropsychologique précis du sujet, mais également grâce à une évaluation des répercussions fonctionnelles. Et après, il va s'agir de mettre en lien les altérations retrouvées sur le bilan neuropsychologique avec les répercussions fonctionnelles précises qu'elles entraînent. Donc là, c'est simplement une diapo sur le bilan neuropsychologique. J'ai pris l'exemple surtout du programme RICOS développé par Nicolas Franck dans la schizophrénie. Et donc, l'échelle d'évaluation des répercussions fonctionnelles, qui est utilisée justement, c'est l'échelle qui est utilisée dans le programme RICOS, qui a été développé par Pascal Yana, qui permet de poser au sujet des questions dans chaque domaine cognitif sur est-ce que ces troubles-là, par exemple, pour la mémoire verbale, est-ce que vous arrivez d'oublier le contenu d'une conversation, toutes ces questions, et on les cote de 1 à 7, on arrive à voir précisément quel point est altéré dans la vie quotidienne. Et donc ensuite, on va mettre en lien l'altération cognitive, par exemple l'altération de la mémoire verbale, avec le déficit observé, le retentissement fonctionnel dans la vie quotidienne. Le déficit en mémoire verbale pose problème au sujet parce qu'il n'arrive pas à se souvenir des textes. Du coup, mais il ne peut pas lire, il ne lit plus. Donc un objectif pourrait être, par exemple, un objectif précis pourrait être retrouver le plaisir de la lecture. Après, on a d'autres objectifs sur le raisonnement, les fonctions exécutives, problème de planification. Le patient n'arrive pas à gérer ses tâches administratives, donc ça pourrait être aussi un point précis, payer ses factures à temps, l'objectif final de la remédiation. Mémoire, attention visio-spatiale, il est désorienté, il se perd dans les différents bâtiments de son atelier protégé, donc ça pourrait être réussir à se repérer dans l'espace et dans son atelier. Mais pour l'attention sélective, par exemple, ça pourrait être il n'arrive plus à se concentrer lorsque plusieurs personnes sont présentes et du coup ça le ralentit au travail. Donc l'objectif va être précisément retrouver une efficacité au travail et même on pourra définir des objectifs, des sous-objectifs encore plus précis. Et donc dans le programme RICOS, on va avoir cette évaluation initiale, donc clinique sur la sémiologie classique et cognitive, donc le bilan neuropsychologique, qu'on va, lors de la deuxième séance, mettre en lien avec l'évaluation des répercussions fonctionnelles et avec le sujet. Donc on va lui restituer ses résultats et ensemble, on va décider de traiter, de participer à certains modules du programme RICOS directement en lien avec les altérations que le sujet a présentées. Et donc après vient la phase de remédiation en elle-même et les bilans de réévaluation et on fait une réévaluation à 6 mois. Donc en conclusion, sur cette présentation, que ce soit en termes d'analyse du contenu de pensée, avec la TCC on a vu, ou du contenant de pensée, la cognition nous permet une précision essentielle dans l'évaluation sémiologique des pathologies psychiatriques. Elle nous permet un diagnostic personnalisé, individualisé, et elle permet une sémiologie orientée vers la thérapeutique et la prise en charge la plus adaptée aux patients.
dernier point essentiel, ces deux thérapeutiques présentées sont efficaces et leur efficacité est validée scientifiquement. Je vous remercie de votre attention. Merci Clélia de nous avoir apporté cette question, travaillé cette question sur un point très pragmatique, comment nos méthodes thérapeutiques peuvent mettre le focus sur un certain type de symptomatologie, notamment les troubles cognitifs dans la schizophrénie. Peut-être je laisse la place aux questions dans la salle, s'il y en a. Si je ne vois pas de main qui se lève, j'ai peut-être une question que je vais te poser moi. Donc, finalement, il y avait deux aspects à cette question, comment les sciences cognitives peuvent... quel est leur rapport pour la sémiologie, à l'aspect pragmatique que tu as évoqué, et à un autre aspect qui est peut-être les mécanismes cognitifs, comment ils peuvent modifier la sémiologie qu'on a acquérie par une approche clinique. Voilà, c'est une première question. Est-ce que tu as une réponse par rapport à ça? Une question un peu vaste peut-être, mais sinon une question plus précise par rapport à la TCC, par exemple, je donnais l'exemple de la phobie de l'avion. Enfin, bon, non, TCCiste, la phobie de l'avion, c'est justement, je prends ça de façon un peu globale, et tu as montré que justement l'analyse des processus cognitifs permet de différencier différentes configurations, différentes situations cliniques que tu traiterais probablement différemment. Mais quand on écoute les symptômes, c'est comme les symptômes qui ont été décrits et ces symptômes explicites. Est-ce que finalement les TCC ont apporté une modification de certains aspects sémiologiques qui n'auraient pas été décrits auparavant? Est-ce que, je reformule, est-ce que la TCC se base sur ce qui a toujours été décrit, sur l'équivalent des patients, ou bien au contraire il y a eu des syndromes ou des situations cliniques où il y aurait eu une modification de la perception sémiologique des choses grâce aux avancées de la TCC? Merci. Alors, pour la première partie, sur l'association avec la recherche, les sciences cognitives au sens recherche et les sciences cognitives plus pragmatiques au sens que j'ai présenté là, je pense que les deux sont très complémentaires, que de toute façon, la remédiation cognitive ne pourra que s'améliorer par l'amélioration et les progrès dans la recherche en sciences cognitives. Pareil pour les TCC. Et donc pour la deuxième question sur la sémiologie en TCC, je pense qu'il y a une sémiologie précise en TCC, que l'analyse fonctionnelle justement permet d'éclairer les cognitions précisément qui sont souvent abordées comme... on confond d'ailleurs très fréquemment l'émotion et la cognition, et le fait de faire l'analyse fonctionnelle nous permet précisément de cibler la cognition précise qui sera à prendre en charge par la suite. Et ça, c'est un symptôme sémiologique, je pense, beaucoup plus précis que simplement j'ai peur de l'avion et j'ai peur de ce qui va se passer quand je prendrai l'avion. Donc je pense que là, la TCC apporte quelque chose sur la précision et donc ce sera forcément par la suite pas la même prise en charge puisque les exercices cognitifs seront différents selon la cognition qu'on aura retrouvée. Je te laisse répondre.